Et bah parfait, on va commencer en tout cas sur la partie introduction, si ça vous convient, Valentin et Claire. Moi, Super. je vous remercie déjà pour votre temps. Je suis très content d'avoir cette session qui est une superbe suite de la première session qu'on a eue avec Alan et avec Déborah sur ces thématiques-là qui nous intéressent. Vous êtes effectivement en hypercroissance. Je donne juste quelques règles pour les participants. Aujourd'hui, on va être nombreux. Je vous propose donc de partager toutes vos questions que je prendrai, que je partagerai à Valentin et à Claire dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir aussi de cette façon-là. On a 1 heure devant nous, il est 11h02, on essaiera de tenir le timing. Et pour commencer, une première question toute simple pour Valentin et Claire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Agicap. Qu'est-ce que c'est Agicap et depuis quand vous avez rejoint l'aventure tous les deux? Ok, super. Alors peut-être je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Valentin, je suis responsable des recrutements pour notre startup. Me concernant, donc j'ai rejoint Agicap en juillet 2019 suite à la première levée de fonds. À ce moment-là, on était 10 collaborateurs. Donc on a bien grandi depuis puisqu'on est 100 aujourd'hui et on continue de recruter à peu près une quinzaine de personnes par mois. Pour revenir là-dessus, Agicap, donc nous, on est une start-up lyonnaise. On édite un logiciel de gestion et de prévision de trésorerie à destination des PME. Donc voilà, euh, finalement un modèle assez classique, SaaS B2B, on cible des PME et donc on est focus plutôt sur des enjeux financiers. Voilà, globalement, moi, pour me représenter, j'ai un parcours plutôt orienté sur du développement commercial au préalable. J'ai fait une prépa à école de commerce, première expérience dans une start-up dans la wine tech. C'était assez sympa. Je faisais plein de dégustations à l'époque. Et puis après, voilà, j'ai vraiment connu le monde du recrutement à Bordeaux en ayant rejoint un cabinet de conseil en recrutement. Donc, je ne sais pas s'il y aura certaines personnes qui travaillent encore en cabinet, mais c'est assez intéressant de voir la grande différence aussi avec le métier de talent en interne. Et je suis le frère de l'un des cofondateurs d'Agicap. Donc, je connaissais très bien la startup depuis son lancement. Et c'était assez naturel pour moi dans une suite professionnelle de rejoindre Agicap au moment de cette première levée de fonds pour développer toutes ces stratégies talent acquisition. Claire, du coup, à toi, quand Oui, est-ce que tu as rejoint Agicap et pour quelle raison? donc moi, je suis Claire Ducrot, je fais partie du service RH. J'ai rejoint Agicap très récemment, en fait, depuis un peu plus d'une semaine. Et puis depuis, en fait, c'est un réel plaisir puisque, en fait, c'est une amie qui m'a parlé de la société directement, qui y travaillait déjà. Et on a pu collaborer ensemble sur le système de cooptation. Elle m'a parlé un petit peu des enjeux de la société au niveau RH qui, pour moi, m'ont beaucoup inspiré. Donc, j'ai pu discuter ensuite directement avec Valentin au niveau du recrutement. Et puis, j'ai pu avoir en plus en tête les enjeux vraiment et ce que constituait l'intégration chez Agicap. Ça m'a beaucoup motivée. C'est ce que j'ai fait ressortir aussi dans mes entretiens et c'est pour ça que je m'amuse en fait depuis une semaine à découvrir vraiment toute la société et à pouvoir contribuer à son développement. Merci beaucoup, Claire. Ce sera d'autant plus intéressant que tu as vécu le C'est clair. processus d'onboarding donc il y a peu de temps, donc tu pourras nous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Oui. Euh, Moi, Valentin, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet tout de suite sur la culture d'entreprise, qui est un peu le socle Ouais. global sur lequel tu as travaillé depuis ton arrivée. C'est une culture qui est très forte, on le voit sur le site internet et sur les différents réseaux sociaux que vous utilisez. On parle pas mal de conquête, d'esprit d'équipe, d'excellence et de customer centric. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Déjà, Mm. est-ce que tu pourrais présenter un petit peu plus cette culture? Et puis la question que j'avais, c'était comment vous faites en sorte que chacun puisse trouver sa place, que tous les talents que vous intégrez à l'image de Claire puissent Ouais. trouver leur place au sein de cette culture qui est volontairement marquée et forte. Ok, très bien. Peut-être pour rappeler sur l'historique, la culture d'entreprise, c'est jamais évident. Parfois, on pense que c'est des enjeux marketing. On va faire un petit peu comme toutes les autres startups. On va mettre qu'on est bienveillant, sympathique, esprit d'équipe, etc. Mais et effectivement, au début, c'est pas la chose qu'on a le plus valorisée. En tout cas, dans notre marketing, jusqu'à 30-40 collaborateurs. En fait, elle existait naturellement puisqu'il y a une vision des cofondateurs et que globalement, par les fondateurs, finalement, ils vont recruter des personnes qui les ressemblent naturellement. Mais
c'est vraiment en passant le cap 30-40 personnes, on s'est rendu compte, notamment pour les enjeux d'onboarding, qu'on ne peut plus être si proche de tout le monde, hein, c'est plus une petite start-up. Là, il y avait vraiment un enjeu d'alignement culturel et de poser de manière très claire des grands axes culturels. Donc, on a fait tout ce travail de réflexion et aujourd'hui, on a défini 4 grandes valeurs. La première, c'est l'esprit de conquête. La seconde, c'est l'esprit d'équipe. La troisième, c'est un esprit customer-centric. Et enfin, on a un dernier levier qui est assez clivant, c'est l'excellence. Et pour le coup, j'insiste souvent sur cette dernière partie parce que elle est vraiment assez marquée chez Agicap et se révèle aussi dans nos recrutements. Donc, peut-être si vous avez des questions un peu sur chaque levier, sur chaque axe culturel, pas de problème pour en détailler un peu plus. Mais concrètement, aujourd'hui, Agicap, il faut reprendre le contexte. On est encore au début de l'histoire. On a bien grandi cette année. Il y a eu une deuxième levée de fonds qu'on a annoncée au mois de mai de 15 millions d'euros, donc qui nous donne les moyens d'accélérer. Mais on est loin d'être dans une structure, on va dire déjà pyramidale. Au contraire, ce qu'on dit toutes les personnes, aux candidats et aux nouvelles personnes qui nous rejoignent, c'est qu'il y a tout à faire chez Agicap, il y a tout à construire. On est 100, on se projette à 200 l'été prochain, le double l'année d'après. On a des ambitions qui sont fortes européennes. On a ouvert l'Allemagne cet été, on souhaiterait ouvrir l'Espagne et l'Italie début 2021. Donc, des personnes qui nous rejoignent, il faut vraiment leur tenir un discours où c'est dans un premier temps, voilà, on va valoriser une culture entrepreneuriale forte. Et notamment sur l'excellence, sur ta question, comment est-ce que ça s'implique? C'est que dès le premier jour, voilà, on rappelle ces axes culturels et qu'en fait, tout le monde a une grande liberté dans la prise de position et que si les ambitions sont fortes, que tu souhaites devenir référent, futur team lead, on valorise extrêmement ça et on permet, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu des promotions chez Agicap rapidement. Donc, peut-être pour redonner un peu plus de concret voilà, sur cette culture d'excellence, c'est comme des sportifs de haut niveau. Et j'aime bien souvent dire que nous, on est le niveau Champions League, on n'est pas la Ligue 1, on n'est pas la Ligue 2, et qu'au contraire, voilà, nos ambitions sont très fortes. Et ça, c'est une petite métaphore voilà, pour expliquer un petit peu le mindset dans lequel on est. Et que fondamentalement, c'est impliquer tous les collaborateurs pour que même les top performers sans cesse soient remis en question dans leur capacité d'amélioration. Il y a toujours des objectifs et des sujets qu'on peut améliorer. Et ça, on a un management qui est assez fort et de plus en plus structuré pour justement porter tout le monde vers le haut. À la fois effectivement dans une culture de performance, mais même in fine voilà, de vélocité. Et en fait, le contexte global d'Agicap, est particulier. L'hypercroissance, c'est pas forcément commun. Je sais pas aujourd'hui s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce modèle-là d'hypercroissance, mais ça implique beaucoup d'exigences. Et donc, effectivement, nous, on se définit comme une startup de haut niveau. On va être extrêmement sélectif sur nos recrutements et être garant qu'on a des personnes qui sont dans le même mindset. Parce que l'enjeu n'est pas de plaire à tout le monde. L'enjeu n'est pas de se dire on va essayer de plaire voilà, un maximum de candidats. Au contraire, ce que je dis souvent, c'est que sur cette partie culturelle, il faut être clivant, il faut montrer sa différence et après valider un process de recrutement où il y a match ou non match. Mais vraiment, cet enjeu-là est primordial et au contraire, on essaye d'être de plus en plus clivant parce que c'est ça qui fait qu'après, on a les bonnes personnes dans l'équipe. Juste avant de revenir sur le recrutement, j'aimerais justement que tu nous expliques un peu plus concrètement comment vous avez défini ces marqueurs culturels. Est-ce que ça a été une réflexion qui a été collégiale? Est-ce que ça a été des sessions de brainstorming ou naturellement ça venait de l'histoire des cofondateurs? Qu'est-ce que tu peux nous partager sur la définition de ces grands axes? Ouais, c'est assez intéressant comme sujet parce que j'échange beaucoup avec de talent acquisition qui me demandent justement comment on fait ce travail-là. Je sais qu'il y a des organismes qui permettent aussi de faire ce travail extérieur comme Great Place to Work, des choses comme ça. En fait, naturellement, nous, on considère que à ce stade-là d'entreprise, peut-être qu'on refera ce chantier, mais c'est d'abord une vision de la part des cofondateurs. Donc effectivement, d'abord, il y a eu un alignement de la part des cofondateurs, des team leads, et de se dire, OK,
aujourd'hui, si on prend du recul, quels sont les éléments clés qui sont communs à l'ensemble des collaborateurs. Et donc, c'est d'abord, j'ai envie de dire, venu de la part des fondateurs pour se dire, nous, on a envie de porter Agicap là, voilà notre vision. Donc, on a besoin d'avoir des axes culturels qui sont liés à ça. Notamment, voilà, cet esprit de conquête, cette culture de l'excellence, l'esprit d'équipe. Les personnes qui vont se montrer trop individuelles, qui n'ont pas cet esprit d'équipe, ça ne marche pas. Tous nos métiers sont collectifs, sont transversaux. Donc, clairement, on n'a pas fait un travail, tu vois, vis-à-vis avec des questionnaires en interne, etc., parce que l'équipe était trop petite. Sans doute que dans 6 mois, 1 an, on refera un travail important, parce que ce qu'il ne faut pas non plus décorréler, c'est qu'il y a une culture globale d'entreprise. Après, il y a des cultures par département. Et là aussi, c'est important de recibler et finalement quels sont les axes importants pour chaque département. C'est pour ça que par ailleurs, nous chez Agicap, on va recruter des talent acquisition managers spécifiques à chaque département qui seront vraiment honneurs des sujets de A à Z, de la partie culturelle, du recrutement et jusqu'à l'onboarding. Et donc, c'est toujours important d'arriver à avoir une vision globale. Et donc, c'est pour ça que nous, on a plutôt fait un travail qui, in fine, un travail de réflexion effectivement avec les cofondateurs dans un premier temps. Et derrière, on a essayé de marquer ça auprès des équipes, auprès de discours, mais aussi au travers de notre blog où on crée beaucoup de contenu et on essaye évidemment dès l'onboarding que ça soit très très transparent à tous les collaborateurs. C'est extrêmement clair, merci beaucoup. On en arrive logiquement au recrutement en tant que tel. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter le processus de recrutement et puis après on fera un petit zoom sur les talents que vous essayez d'attirer. Alors, donc nous, notre process de recrutement, ce qui est jamais évident quand on reçoit en plus beaucoup de candidatures, mais on essaye d'être candidat-centrique. C'est la différence avec le côté employer-centrique. Globalement, ça implique d'essayer d'être très rapide dans les recrutements. Nous, c'est notre motto. Avant de surprocesser, on va toujours valoriser la rapidité des recrutements. Si on peut faire des recrutements en 1 semaine, on le fait. Et maximum 3 semaines. Ça, c'est clair que c'est déjà notre premier axe principal, c'est d'être extrêmement efficace. Parce que sinon, on peut potentiellement perdre les candidats et que, globalement, je vois que des effets négatifs à laisser traîner les choses. Donc, ça implique aussi clairement que les managers, que les recruteurs opérationnels soient vraiment impliqués. Nous, les VP peuvent passer 25% de leur temps chaque jour dédié à du recrutement. Donc, c'est aussi un point important parce que c'est très stratégique chez Agicap. Donc, par rapport au process, et encore une fois, dans cet esprit candidat-centrique, nous, en tant que recruteurs, si on valide après le call de screening le bon fit, on va vraiment se positionner comme coach auprès des candidats. Et moi, je les considère souvent comme mes poulains. Je me dis, c'est mes champions. Allez, il faut aller au bout. Parce qu'on est tellement exigeant après dans nos critères et sur nos process que, évidemment, et ça passe par une première stratégie qui est liée à du contenu. On va donner beaucoup de contenu même avant le call de screening. On a un blog équipe qu'on essaye de construire et on passe du temps à créer du contenu pour être extrêmement transparent sur la réalité de nos métiers, sur l'intensité. On a fait des vidéos, des interviews avec les équipes CS, Sales, on fait des podcasts. Donc, on essaye vraiment d'être assez actif là-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de transparence et d'inconnu en fait. On est sur des métiers très modernes. Beaucoup de candidats, j'ai envie de dire les 3/4, ne connaissent pas concrètement la réalité de nos métiers. Donc, c'est hyper important de pouvoir les projeter au maximum là-dessus. Donc après, on a une structure de processus de recrutement assez classique. Tous les recruteurs donc font effectivement le filtre, alors que ça soit sur de la chasse active ou de l'entrant. Tous les recruteurs donc font le premier call de screening. Suite à ça, il y a un entretien directement opérationnel où il y a soit un test technique, soit une étude de cas, soit une mise en situation, peu importe les métiers. Une deuxième phase technique, encore une fois avec une autre personne qui est généralement un membre de l'équipe. Et enfin, un dernier entretien final de motivation avec soit VP ou soit l'un des cofondateurs d'Agicap. Et globalement, ça, c'est une structure qu'on retrouve dans tous les métiers, tous les départements. Donc, l'objectif, c'est d'être objectif, c'est d'être très objectif et pas subjectif dans les recrutements et de pas avoir de biais, se dire, oh, lui, il m'a vraiment surpris, il était très, très bon là-dessus, il a un track record hyper intéressant sur tel sujet. Sauf qu'en fait, non, ça, c'est un biais assez commun. Il faut toujours rester très objectif dans sa façon de recruter. Et justement, Valentin, tu parlais de la chasse active qui reboucle avec cet esprit de conquête aussi. Ouais. Je sais que tu as fait beaucoup de chasse à ton arrivée pour fédérer et recruter les premiers talents. Est-ce que tu peux nous partager
un peu les dessous de cette chasse active et des Ouais. quelques bonnes pratiques peut-être. Bah ouais, quand on regarde nos recrutements, aujourd'hui, on fait 45% de nos recrutements liés à la chasse active. Donc, on va contacter nous-mêmes directement les candidats. On a à peu près aujourd'hui 15% liés à la cooptation. On aimerait augmenter ce chiffre à 30%. Et le reste, c'est de l'inbound, donc c'est de l'entrant. Donc, effectivement, on a un mindset, moi j'ai un mindset très sales et c'est peut-être aussi lié à mon background et le fait aussi d'être passé en cabinet de recrutement où effectivement la chasse active, pour moi, c'est un levier quand même très efficace qui demande du temps, qui demande voilà, pas mal de background, enfin, on va dire de métier sales, dans le sens où c'est une logique de pipeline. On a moi j'ai une vision à la semaine là-dessus, j'ai un métier à aller chercher, je vais me dire il faut au moins que j'envoie 7 candidats pour arriver à un recrutement. Donc, globalement, c'est un peu ça. Nos métriques, c'est un candidat sur 7 postes filtrés RH qui va au bout du process, en moyenne chez Agicap et tout département confondu. Donc, notre logique, c'est à la semaine, c'est dire, OK, il faut que je contacte tant de candidats pour avoir tant de retours, pour avoir tant de calls de screening et pour, à la fin de la semaine, me dire, j'ai envoyé tant de candidats. Et c'est vraiment là-dessus, il faut être hyper structuré et c'est pour le coup des bonnes pratiques qu'on peut aller chercher aussi chez les métiers des business développeurs ou des sales parce que c'est le même fonctionnement. C'est vraiment une logique de pipeline et ça reste important pour créer du volume. Donc ensuite, sur la chasse active, LinkedIn reste mon premier levier d'acquisition. J'ai Recruiter Lite, qui est un outil spécifique à LinkedIn qui me permet effectivement de pouvoir filtrer et de lancer mes différentes campagnes. Et moi, je pars du principe, étant donné qu'on est à Lyon, c'est à la fois un avantage et un désinconvénient. C'est que on va devoir contacter 2 fois plus de personnes, notamment de Paris, parce que finalement nos talents sont principalement aussi à Paris. Mais en même temps, dès qu'on arrive à capter les candidats, c'est un avantage parce qu'il y a peu de concurrence aujourd'hui dans le milieu startup. Donc aujourd'hui, concrètement, je vous donnais une métrique. Nous, en tant que recruteurs, on contacte minimum 100 personnes par jour. Et vraiment par jour. Ça, c'est une métrique, c'est initial, c'est une question d'intensité, de volume. Si je suis en dessous, je sais que j'aurai pas suffisamment de pipe et que si on veut atteindre nos objectifs, qui sont minimum 15 recrutements par mois, on est 3 aujourd'hui, 3 recruteurs. Voilà, on est obligé de tendre ça. Et en même temps, ça permet aussi de mettre de l'intensité. Et le dernier mois, le mois d'octobre, était assez exceptionnel. On a closé 27 recrutements à 3. Donc, c'est quand même voilà, un bon niveau d'intensité. Et là-dessus, tu nous parlais de quelques outils d'acquisition de chasse. Est-ce que Ouais. vous avez aussi un CRM pour le suivi des recrutements? Qu'est-ce que tu utilises? Un Notion, un Airtable? Je pose volontairement la question de Ouais. façon naïve. Donc nos chaînes là-dessus, c'est plus sur des partages de bonnes practices. Mais aujourd'hui, on a effectivement un ATS, donc qui est l'équivalent d'un CRM. On utilise encore Welcome Kit, puisqu'on est sur Welcome to the Jungle, donc qui est l'ATS fourni par Welcome to the Jungle. Qui aujourd'hui, voilà, jusqu'à 100 collaborateurs, moi, j'ai pas vu trop de défauts. Il y a une extension directement depuis LinkedIn où on peut synchroniser directement les candidats en 2 secondes. C'est assez efficace. Il y a juste un enjeu où là, je vais devoir changer d'ATS parce que ça manque de robustesse sur la partie KPI, data et en gros, analyse de funnel. La partie un peu plus ops de notre métier aujourd'hui est trop limitée sur Welcome Kit. Après, honnêtement, c'est une solution qui coûte pas cher du tout, qui est quand même bien efficace et la preuve aujourd'hui, on est passé de 10 à 100 collaborateurs en 1 an et demi avec cet outil et c'était pas une perte de temps. C'est juste que je suis limité aujourd'hui dans les briques et notamment sur la partie data. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur la partie talent. Tu vois, je reprends un peu les termes de Deborah Ripoll d'Alan qui disait que parfois elle allait chercher des gens pour lesquels elle n'avait pas encore de fiche de poste préconçue en s'appuyant avant tout sur des soft skills. Est-ce que c'est une dynamique et une façon de fonctionner qui vous parle chez Agicap? Ouais. Quelle est cette balance entre un talent pour lequel effectivement il y a un track record, t'en parlais, qui est très clair et identifié, et en même temps quelqu'un pour lequel tu sens qu'il va y avoir quelque chose à faire parce que c'est un profil différent qui va vous intéresser? Ouais, je peux comprendre Déborah là-dessus parce que c'est l'avantage, comme Alan, voilà, ils sont en pleine croissance, ils ont des fonds, on peut faire des recrutements par opportunité. Et c'est l'avantage d'être dans une société qui a des fonds, c'est que évidemment, quand on a un super candidat, on peut se dire, oh, mais là, ça vaut le coup de créer un poste. Ça, c'est clair que c'est super dans notre métier parce qu'on optimise vachement notre pipe et que ça arrive très souvent que j'ai des candidats qui postulent sur un poste et finalement je leur oriente ou même par opportunité, on crée une position. Et donc,
Oui, sur le principe, c'est possible. Et effectivement, tu vois, par rapport à notre culture d'excellence, des candidats qui ont des super parcours académiques, qui ont un track record vraiment impressionnant, ça vaut le coup de faire un premier call. Il ne faut jamais se fermer là-dessus. Un premier call pour savoir si vraiment il y a un match à 200% sur les motivations, sur l'intérêt. Et parfois, entre ce que les candidats mettent sur leur CV, en plus sur leur lettre de motivation, il y a quand même pas mal de différences par rapport au call. Donc moi, j'invite toujours les recruteurs à dire appelle-le, on verra ce que ça donne après. Et par contre, je suis pas très fan de cette logique de se lancer dans des chasses sans savoir où on va. Au contraire, la pire chose dans notre métier, c'est de se lancer et en fait, 3 semaines après, on réitère avec les managers ou les VP. En fait, on était complètement à côté de la plaque. Ça peut faire partie du jeu, c'est-à-dire qu'on lance un poste, on n'a jamais recruté sur ce poste, on ne connaît pas trop le marché, donc on va essayer de rencontrer un maximum de candidats à ZAP, de faire des premiers calls avec eux, mais par contre, c'est de l'itération. Et nous, chez Agicap, il n'y a pas 3 jours qui se passent ou 4 jours qui se passent sans que je fasse un point avec les managers pour dire est-ce qu'on itère ou pas, est-ce qu'on change notre axe, etc. Parce que le pire truc, c'est travailler, faire plein de calls, etc. Se dire oh super, j'ai plein de bons candidats. Et en fait, on est complètement à côté de la blague. Donc ça, c'est clair que ça passe par initialement définir le persona idéal avec des critères très objectifs sur la seniorité, sur potentiellement un track record spécifique lié à des expériences ou en tout cas voilà, bien définir le persona idéal, bien définir les missions. Parce que si en définissant très très bien les missions, ça nous projette un peu plus sur les candidats. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nos postes. C'est sans cesse être dans l'itération et ne pas laisser traîner une semaine en se disant bon, c'est vague, je cherche un product designer, je sais pas trop, j'essaie de voir tout type de seniorité. Non, ça c'est pas du tout efficace et par expérience, on n'a jamais recruté quand on savait pas où on allait. Je vous partage la question de Simon qui reboucle sur le recrutement. Il vous demande si pour la chasse, vous travaillez aussi avec des cabinets externes spécialisés. Alors, très bonne question, parce qu'en plus, moi-même, j'ai travaillé en cabinet. Aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas travailler avec des cabinets. J'ai testé un petit peu à un moment, c'était en décembre 2019, quand j'étais un peu sous l'eau au regard de tous les recrutements qu'on avait à faire. En fait, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je me rends compte que j'ai une vision très héroïste dans mon métier, notamment sur la chasse active. C'est du ROI, c'est clair, on va maximiser notre temps. Tout comme dans le choix des job boards, je ne veux pas partager partout mes offres sur tous les job boards existants parce que derrière, ça va me faire passer trop de temps à trier des candidats qui ne sont pas forcément qualifiés. Et en fait, sur la partie cabinet, aujourd'hui, on travaille avec aucun cabinet ni plateforme de recrutement tant en termes de coûts, mais même d'agilité en termes de brief, je préfère avoir une équipe en interne. Je pense qu'aujourd'hui, dans la talent acquisition et ce métier, il y en a de plus en plus qui se créent. Et le département talent acquisition est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les entreprises et pas seulement dans les startups. Et qu'en fait, on n'externalise pas les sales, ni le marketing, ni la tech, etc. Donc, pourquoi on externaliserait ce métier de recruteur et de chasseur? Donc, la différence, c'est que voilà, nous, on n'a pas une casquette RH, on ne peut pas tout faire. On est vraiment une équipe de talent spécialisée sur ça. Et encore une fois, on fait 45% de nos recrutements liés à la chasse active. Donc, c'est important d'avoir des spécialistes là-dessus. Donc, tant à la fois sur le coût, parce que ça coûte quand même très cher passer par un cabinet, et que en fait le ROI, c'est très vite intéressant d'avoir plutôt une personne en interne. À partir du moment où elle fait 1 ou 2 recrutements par mois, le ROI il est vite calculé. Et vous allez même d'ailleurs recruter sur ces postes dans les prochains mois, c'est ce que tu me partageais. Ouais, tout à fait. Là actuellement, voilà, en tout cas sur nos offres, on n'a pas de poste tout à fait ouvert, mais par opportunité, en tout cas, on sait qu'on va devoir accélérer à certains moments, d'autant plus si on accélère sur d'autres pays. Je pense notamment à l'Allemagne où on va recruter une personne dédiée à temps plein là-dessus. En produit tech aussi, on a Camille qui est dédiée là-dessus, mais qui ne pourra pas scaler elle-même l'ensemble des postes. Et pareil sur la partie business, donc potentiellement à partir de janvier-février, on va recruter 3 autres personnes en talent acquisition. Je te partage la question de Lionel, toujours sur le recrutement. Il souligne le fait que tu évoquais l'aspect clivant que tu mets en œuvre dans le recrutement. Quels sont les critères que tu as pu définir et comment faire en sorte que ces critères collent avec la culture des départements, des différents départements? Ouais, très bien. Être clivant, effectivement, c'est clivant, effectivement, dans l'aspect culturel, c'est notamment sur ce dernier point qui est l'excellence. C'est que oui, on est une startup de haut niveau et que derrière, on a des objectifs très élevés.
Je vais prendre l'exemple de nos sales. On n'a pas de sales qui sont mauvais chez Agicap et on ne pourra pas garder des sales qui ne performent pas assez. Pour donner quelques métriques, nos account exécutifs sont capables de closer entre 5 et 10 cas de revenus mensuels récurrents. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les métriques dans le SaaS B2B, c'est du très haut niveau et on n'a rien à envier à d'autres scale-up SaaS B2B. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est nos ambitions et pour le coup, on cherche les futurs référents et team lead. Donc, on est obligé de maintenir ce niveau d'exigence. Peut-être que dans un an, ça commencera un petit peu à être un peu plus souple, mais à ce stade, on cherche des gens extrêmement ambitieux qui vont faire d'Agicap un futur Doctolib. Et c'est clairement nos ambitions, et à très court terme. Donc, ça, c'est important. Et donc, pour revenir sur la question, les critères, voilà, ils sont très objectifs par rapport plutôt au process de recrutement, à des études de cas. Donc ça, c'est clair que dans le recrutement, les études de cas sont quand même le premier pilier pour valoriser le potentiel. On est ouvert à tous les parcours. Par contre, des études de cas, c'est un moyen très objectif de pouvoir comparer les candidats et de se dire, OK, sur tel ou tel sujet technique, sur tel ou tel soft skills, quand je parle de soft skills, c'est aussi l'enthousiasme, la curiosité, le niveau de préparation, la précision du discours, la spécificité du vocabulaire. Et ça, même dès le call de screening, on peut être extrêmement spécifique dans les attentes et de se dire, voilà, il y a 5 cases à cocher, il n'y en a que 3 sur 5, ça ne le fait pas. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, tant sur des hard skills que des soft skills, qu'on peut être très clivant là-dessus. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit dans ce niveau d'excellence. Et c'est effectivement des critères qu'on a nous-mêmes établis sur chaque métier. Je me tourne vers Claire maintenant pour parler un peu d'onboarding. Une fois que vous avez recruté, c'est la première étape pour intégrer de la meilleure façon votre collaborateur. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les mécaniques que vous avez mis en place sur l'onboarding? Puis après, on parlera d'offboarding aussi, puisque ça doit arriver. OK. Donc effectivement, le onboarding pour nous, c'est vraiment une étape qui est hyper importante, puisque comme tu le disais, ça va vraiment être un moment, pour le collaborateur de se sentir intégré. Donc nous, on a vraiment fait une emphase sur ce volet-là et le onboarding pour nous, il va dans un premier temps se passer en 2 jours. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 matinées qui vont être dédiées, à la connaissance un petit peu plus, de l'entreprise, en plus de toutes les briefs qu'il y a eu avec, l'équipe recrutement. On leur apporte des informations complémentaires pour leur permettre vraiment d'avoir un petit peu tout le, d'avoir la connaissance la plus importante. Donc, on va avoir la première matinée qui va être basée vraiment sur une présentation de l'entreprise, mais par les fondateurs, parce que pour eux aussi, c'est très important de continuer à avoir ce lien-là avec les personnes qui arrivent et qui puissent partager l'inspiration qu'ils ont eue à créer l'entreprise et la motivation qu'ils ont à la faire vivre et à la faire progresser. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on s'en va au début. Donc, ils prennent environ 1 heure de leur temps. Ils reviennent vraiment aussi dans la semaine vers les personnes ou un peu plus tard aussi pour voir si elles ont encore des questions. Ils restent systématiquement disponibles et on met même en place des cafés dans la première semaine avec les nouveaux arrivants et les fondateurs justement pour qu'ils puissent discuter, voir s'il y a des questions, partager la culture de l'entreprise. Donc, pour nous, ça reste hyper important à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour la première matinée. Dans la première après-midi, ça va vraiment être important pour nous de pouvoir intégrer nos collaborateurs à leurs équipes. Donc, on leur fait vraiment se rentrer dans le bain tout de suite avec des petites formations, les rencontres des équipes, quelques petites discussions informelles et vraiment rentrer dans les bases de la formation. Et donc ça, pour nous, c'est important de l'attaquer dès le premier jour. On va avoir ensuite une deuxième matinée, le mardi matin, par exemple, pour tous les nouveaux collaborateurs, où on va avoir davantage de présentations, mais cette fois-ci vraiment sur la partie de notre produit chez Agicap et du cycle du produit pour leur expliquer un petit peu vraiment plus toutes les fonctions, tous les services et en quoi ça se constitue et comment vit Agicap en fait à travers tous ces services. Donc c'est c'est très pertinent pour nous au moment où ils ont déjà passé une après-midi avec leurs collaborateurs pour justement pouvoir intégrer ces premiers éléments-là et pouvoir les vivre et les ressentir le lendemain matin. Ensuite, pour nous, ça va être vraiment important après ces 2 premières matinées que dans l'équipe, le onboarding puisse se poursuivre. Donc à ce moment-là, on va vraiment demander des suivis personnalisés, bien sûr, de la part des managers. Ça va être très important pour eux de pouvoir intégrer comme il faut leurs collaborateurs. Donc il y a des suivis qui se font avec eux quasiment tous les jours, toutes les semaines, pour vraiment voir comment ça se poursuit, comment se fait le suivi. Et après, on va avoir des suivis plus spécifiques vraiment au
onboarding à 1 semaine, à 15 jours, à 1 mois, à 3 mois, pour voir vraiment comment la personne se développe et pouvoir faire ces suivis-là. Très bonne question de Léo dans le chat qui demande si ce traitement est réservé uniquement Mmh. aux titulaires ou c'est la même chose pour les stagiaires et les alternants. C'est la même chose et en fait, aujourd'hui, on a une vision, même si on intègre Agicap en tant que stagiaire, on considère comme un CDI et par ailleurs, on prend plutôt des stagiaires de fin d'études pour que justement ils puissent, s'intégrer dans le temps long, chez Agicap. Donc oui, il y a pas de sujet, c'est exactement on a le même degré d'exigence, et de justement et on applique les mêmes processus, tant sur le recrutement que sur l'onboarding pour des stagiaires ou alternants. Mais oui, c'est justement essentiel que, tout le monde ait la même, base d'informations, en fait, et puisse démarrer dans l'entreprise de la même manière. Donc, il faut qu'on intègre tout le monde pareil. Ouais, tout à fait. Et selon vous, si je reprends les chiffres que Valentin, tu nous as partagés en début, Ouais. 200 personnes à l'été 2021, est-ce que c'est quelque chose que vous allez être en capacité de scaler et si oui, comment? Ouais, alors sur quoi? Sur la partie, en interne, sur la partie acquisition de talent ou plutôt sur la structuration en interne? Plutôt sur l'intégration des personnes, donc vraiment sur l'onboarding, notamment les temps dédiés avec les fondateurs qui apportent énormément de valeur. Mais à 200, je me dis que ça doit être forcément plus compliqué. Est-ce que vous avez commencé à imaginer à effectivement absorber cette hypercroissance tout en intégrant et en Ouais. diffusant les valeurs, ce qui est un enjeu souvent primordial pour les scale-up françaises? Ouais, bien sûr. En fait, on va pas tant que ça augmenter nos ratios, de recrutement parce qu'on va très vite, si on fait minimum 15 recrutements par mois, là, on va bientôt être, 130 chez Agicap. Ça va très vite, en fait. Sur 6-7 mois, ça monte très vite. Donc, on s'est donné comme objectif à peu près effectivement d'être 200. Il peut se passer une accélération si toujours les résultats, business sont bons. Alors, comment ça va se passer? Sur l'onboarding, de toute façon, on peut pas non plus se dire, allez, on accueille 30 personnes chaque mois. Il y a effectivement un enjeu aussi de structuration au-delà de l'onboarding en soi, de l'organisation de l'onboarding où ça c'est des réunions, il suffit d'avoir 2 fois plus de place dans la salle ou en remote, voilà, pour accueillir les gens. Ça c'est pas trop le problème, c'est plutôt l'enjeu derrière managérial. C'est qu'on ait suffisamment de structuration au niveau des team leads, du middle management, des VP pour pouvoir absorber cette charge opérationnelle. En soi, sur l'intégration en elle-même, bon, bah, c'est pas le plus compliqué. Par contre, c'est cet enjeu, et on a un enjeu actuellement assez fort justement de structurer ce middle management, de former aussi les team leads récemment promus au management, parce que c'est un autre métier en soi, pour demain absorber une charge importante. Et effectivement, se dire que bah, si on veut scaler et accélérer, à l'image de ce que je disais, c'est de recruter 3 autres personnes en recrutement et de se dire que là, on va aller chercher les 30-35 recrutements par mois, bah, voilà, on puisse absorber. L'enjeu, il est vraiment sur plutôt la partie en interne, team lead, structuration et VP. Et pareil, de toute façon, si on a un team lead qui aujourd'hui manage 6-7 personnes, il va pas pouvoir faire le double le mois d'après. Donc, reformer un autre team lead, etc. Et donc, c'est plutôt sur ça qu'on a de forts enjeux chez nous. C'est extrêmement clair. Merci beaucoup pour les précisions. Je prends la question de Nolwenn qui nous explique effectivement que le travail à distance peut-être compliquer un petit peu le processus. Comment ça se passe l'onboarding à distance et pour les personnes qui sont en télétravail? Ouais, bien sûr. J'y vais, Valentin. Yes. Donc je l'ai vécu, en fait, la semaine dernière, tout simplement. Donc pour moi, c'est très facile de pouvoir en parler. On a même eu des personnes, en fait, des managers qui nous ont fait des présentations directement alors qu'ils étaient en télétravail. Donc pour nous, ça va être important d'intégrer tout le monde de la même manière. On utilise beaucoup, Google Meet, justement, et on va planifier systématiquement, tous les points, qu'on prévoit avec les personnes. Tout le monde a une présentation pour qu'on puisse suivre ça par ordinateur ou directement, au réel, en face à face. Donc, on va systématiquement pouvoir s'adapter à ce niveau-là. On le remet systématiquement en question pour que chacun aussi puisse avoir une présentation qui soit de la même qualité, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Eh ben, super transition proposée par Emmanuel, j'allais vous en parler. Valentin, tu évoquais le niveau d'exigence, notamment sur les équipes sales. Il y a Ouais. souvent un turnover qui est très fort sur ces équipes-là. Comment vous gérez le fait d'outboarder ou d'offboarder des personnes qui n'auraient pas forcément atteint les objectifs que vous leur aviez fixés? Ouais, c'est clair. Claire, tu veux peut-être en dire quelques mots?
Pour nous, ça va être très important, comme le disait Valentin, justement de pouvoir cibler, ces sales-là. On a justement plusieurs objectifs qui nous permettent, de parvenir et d'aller, évaluer, les performances, des sales-là. On a différents niveaux aussi qui nous permettent de voir, qu'est-ce qu'il atteint, à quel moment et tout ça. Donc on va tout de suite, par rapport à, comme vous le disiez, ce critère d'excellence, repérer en fait si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne Mmh. pas. On va systématiquement faire des suivis aussi avec les personnes concernées pour leur dire, par exemple, au niveau du management, là, on a besoin que tu puisses aller là, ou est-ce que tu as des questions pour qu'on puisse t'amener à progresser vers là? Donc nous, ça va être systématiquement important d'essayer d'emporter, la personne concernée pour l'amener au niveau dont elle a besoin. Mais on a besoin de voir ça aussi pour faire progresser l'entreprise. Donc le choix va se faire rapidement si malheureusement on ne le constate pas. Ouais. En fait, il n'y a pas de départ par surprise. C'est clair que l'enjeu très très fort, c'est de communiquer au maximum. Mmh. Alors oui, chez Agicap, on est particulièrement exigeant en termes de KPI, on est du haut niveau et c'est clair que on a que des gens excellents, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi qu'on a des bonnes métriques derrière. Mais in fine, il y a des départs, il y en aura d'autres, c'est normal. Et ce qui est assez sain en fait quand on commence à avoir des équipes importantes, c'est de pouvoir avoir des niveaux aussi très vite et par des critères objectifs. Et en fait, ça, c'est dès le premier jour. Il faut rappeler les règles. Alors, c'est chouette, on est en croissance, tout se passe bien chez Agicap, l'ambiance est super cool, voilà, on est une équipe jeune, moyenne d'âge 27 ans, etc. En revanche, c'est clair qu'individuellement, et c'est le rôle notamment des managers qui sont là pour coacher, pour animer, pour être proche des équipes, et ce, de manière journalière, de rappeler ces règles de manière très objective, de pouvoir, de temps en temps, quand c'est pas au niveau, de mettre des points d'alarme et de dire sur tel critère, sur tel sujet ou sur tel KPI, là en revanche, tu n'es pas au niveau de l'équipe et c'est important de le prendre conscience pour que après 1, 2, 3 points et que malheureusement, quand le niveau n'est pas là, on puisse être très clair là-dessus et qu'il n'y ait pas de surprise et que le misfit soit fondamentalement compris et ça arrive. Je pense notamment à Romain chez nous qui est assez intéressant parce qu'il avait été recruté en Customer Success, donc pour le coup il n'y a pas que forcément sur les sales où on est forcément plus exigeant. Ça ne l'a pas fait. Sur le métier de CS, il y avait une proximité, un enthousiasme client qui n'existait pas assez, du coup, qui malheureusement et qui a été, qui n'a pas fait, mais qui a été très bien compris par Romain. Du coup, on s'est séparé de Romain, donc il avait fait 2-3 mois en Customer Success. Il a participé, on l'a aidé à trouver du travail, pour le coup, à l'aider dans sa réflexion. Et ça, c'est aussi important, cet accompagnement où on essaye, et moi-même, je fais partie un peu d'un réseau de recruteurs sous-marins, donc j'essaye aussi d'aider derrière pour retrouver facilement un job et accompagner sur une réorientation. Il a fait la formation du wagon, pour le coup. Il s'est vraiment rendu compte qu'il avait une appétence très forte pour le product management. Et suite à ça, on a ouvert un poste de product ops et finalement on a recruté Romain parce qu'on le connaissait très bien et on savait qu'il pouvait fitter là-dessus. Donc c'est aussi important de justement, alors je dis pas il y a des départs qui seront toujours pas très bien compris ou il y a toujours quelque chose, il y a des incompréhensions et ça fait partie du jeu. On peut pas non plus, c'est pas le monde des bisounours, donc malheureusement il y a des personnes qui ont trop d'ego, etc. et qui ne vont pas forcément comprendre. Mais en tout cas, il faut que ça soit très clair dès le premier jour, dès la première semaine, dès le premier mois. Enfin, ça dépend le temps de l'offboarding, mais c'est hyper important d'être très clair dans ses propos. Merci beaucoup à tous les deux pour cette transparence et puis l'histoire de Romain aussi. Ouais. C'est intéressant. Je prends la question de Théo. Critères objectifs, est-ce que vous pourriez présenter un process type d'évaluation de période d'essai d'entretien annuel? Et deuxième question dans la foulée, vous fonctionnez en niveau de responsabilité. Est-ce que vous fonctionnez avec des grilles salariales et des grilles d'augmentation en fonction de ces niveaux? La deuxième question, je vais la garder parce qu'on va parler de rémunération tout de suite après. Donc plutôt la première sur le Ouais. process type d'évaluation de période d'essai d'entretien annuel. Ok. En fait, on pourrait aller assez loin sur cette question parce que ça va dépendre de chaque métier, chaque département et on va pas tout à fait valoriser la même chose si on est sur des métiers très entrés business, terrain ou sur des aspects en fait, le seule façon quand on parle de critères d'objectifs, c'est effectivement de déterminer des objectifs initiaux dès le premier jour. Quels sont tes objectifs à un mois,
enfin même une semaine, hein, parce que nous on est sur des process assez courts, on se pilote à la journée chez Agicap. En fait, on est sur des cycles de vente assez courts, on a des sprints, que ce soit sur le produit tech de 2 semaines. Donc en fait, on peut même se piloter à la journée. Et donc c'est le rôle, effectivement, quand on parlait de type d'évaluation de période d'essai, en fait, on va pas attendre une certaine date pour se dire alors c'est le moment de faire le point. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, au contraire, on veut être extrêmement rapide. C'est dès la première journée, dès la deuxième, dès la troisième, dès la fin de première semaine. Et en fait, au contraire, le sujet, pour répondre à cette question, c'est de ne pas attendre ces entretiens, on va dire, RH assez classiques d'entretien annuel. Les entretiens annuels sont très importants, et ça, Claire, je ne veux pas contredire là-dessus. Mais au contraire, c'est au quotidien qu'il faut faire ce suivi et qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur les objectifs pour que le jour où on fait un entretien plus formel et que finalement, on se rend compte que ça ne va pas malgré pas mal de plans de vigilance auparavant, et que ça soit compris. Et qu'en fait, voilà, très clairement, c'est poser des objectifs. Et même si on va encore plus dans le concret, c'est le mettre noir sur blanc. C'est avoir un tableau Excel, avoir un Notion, c'est de se dire, OK, voilà tes objectifs, comme ça c'est clair. Et là-dessus, il n'y a pas d'incompréhension. Et même les écrire, finalement, ça peut aider pour que ça soit plus facile après dans le discours entre manager et manager. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question là-dessus. OK. Il a répondu nickel, ça a l'air d'être bon. Je passe du coup à la deuxième partie de sa question sur le système de rémunération. Tu l'as dit, vous recrutez des personnes qui sont excellentes. L'excellence, ça a un coût. Aujourd'hui, quel est le système de rémunération qui est mis en place? Et puis on pourra peut-être détailler avec les différents dispositifs que vous avez expérimentés. Donc, pour nous, le système de rémunération, c'est effectivement quelque chose qui actuellement n'est pas fixé dans le marbre. Pour nous, c'est vraiment important de bien rémunérer nos collaborateurs déjà, comme tu le disais, par rapport au niveau d'exigence qu'on va leur demander. Donc, pour nous, cette première étape-là, elle est impérative. Et puis, au niveau de la rémunération, actuellement, donc comme je disais, il n'y a pas de grille exactement établie. Ça va être vraiment important pour nous de voir comment la personne progresse et de pouvoir récompenser cette performance. On est vraiment sur une rémunération pour le moment qui est basée sur le mérite. Donc déjà, la personne rentre avec un beau niveau de salaire et si ça fonctionne bien dans les premiers mois, on va pouvoir rapidement aussi augmenter ce niveau-là puisque pour nous, ça va être très important de récompenser idéalement nos collaborateurs. Donc déjà comme le disait Valentin et comme on a déjà parlé quelques fois, c'est hyper important de pouvoir faire ces feedbacks-là au niveau managérial qui vont être impératifs pour que le collaborateur puisse se sentir vraiment considéré. Mais on sait très bien que la rémunération, c'est aussi un levier important de motivation. Donc, on va aussi systématiquement le récompenser si c'est effectivement mérité. Et Claire, tu parlais justement de progression, ça nous amène au sujet de la promotion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être aussi, Valentin, par rapport à ce que tu as pu suivre comme trajectoire, à quelle vitesse? C'est un sujet qui est parfois un peu compliqué à cerner parce qu'il y a différentes temporalités, donc j'aimerais bien que vous puissiez nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Après, il y a effectivement promotion salariale. C'est clairement, on récompense ses efforts, tu es au niveau, et je te confirme après, et ça peut aller assez vite chez Agicap, hein, on attend, ça peut être au bout de 3 mois, 4 mois, pour le coup, et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu des promotions, ou même de positionnement en métier, soit managérial, on passe coach, on passe team lead, ou bien on évolue son métier. Il y a pas mal de personnes, je pense à Cyprien qui a commencé au CS, fondamentalement, en fait, il se rendait compte qu'il a une vraie appétence pour l'aspect sales, et il est passé derrière ensuite à compte exécutive. Donc il y a évidemment, au contraire, on va pas du tout on va toujours être à l'écoute, en tout cas, des personnes qui ont de l'ambition, qui ont envie de traiter de nouveaux sujets. On se dit, OK, il y a de la place à prendre. Et pour rappeler là-dessus, effectivement, sur la rémunération, mais c'est aussi lié à la promotion, fondamentalement, on a une culture d'excellence, et je rappelle la métaphore, c'est un petit peu, on est niveau Champions League. Évidemment, si on veut les meilleurs joueurs, il faut bien les payer. Ça fait partie du jeu. Alors même si on essaye d'avoir pas mal d'avantages à côté, dans le package, dans les locaux là qui vont être mis à neuf, etc., c'est super, mais évidemment, la rémunération, ça reste hyper important. Et, et effectivement, sur la promotion, encore une fois, c'est de mettre des critères objectifs. C'est aussi au bon vouloir, c'est-à-dire que on valorise beaucoup le côté entrepreneurial. C'est que c'est pas non plus quelque chose qui doit tomber comme ça. On valorise la prise de décision, la prise de position, que c'est une personne qui est arrivée, même dès son premier mois, puis dire tiens, j'aimerais porter tel sujet, est-ce que c'est possible? Et au contraire, encore une fois, on n'est pas dans un modèle pyramidal. Il y a tout à faire chez Agicap.
on crée des postes toutes les semaines et il y a des nouveaux sujets et des nouveaux chantiers qui s'ouvrent toutes les semaines. Et ceux qui, justement, ont atteint déjà leur premier objectif individuel lié à leur métier et veulent prendre des prises de position, au contraire, on valorise vraiment ça. Aujourd'hui, et c'est effectivement un sujet qui se met en place parce qu'on a quand même bien grandi là depuis 6 mois et donc on a ces enjeux de promotion justement à du team lead et que les VP et les managers peuvent pas être partout, hein, donc au bout d'un moment il faut déléguer cet aspect managérial. Aujourd'hui, donc on a un niveau stratégique de VP qui sont responsables des départements. Ensuite, on a des team leads encore à ce stade et potentiellement des managers qui seront entre les VP et les team leads. Donc en général, un team lead, il va être responsable de ses équipes, tant sur l'atteinte des résultats, et donc par rapport aussi à sa rémunération, son métier vraiment change aussi au quotidien à partir du moment où on passe team lead. Et en général, c'est manager aujourd'hui, notamment sur les sales, c'est maximum 7 personnes, vraiment sur un team lead. En tout cas, dans les ratios. Et alors, aujourd'hui, je pourrais te présenter plus en détail la structure, mais ça évolue tellement vite chez nous que on peut se rappeler dans un mois et ça sera encore différent. Super clair, en tout cas, pour ce qui est mis en place aujourd'hui. Je prends donc la question de Romain. Que mettez-vous en place pour accompagner les collaborateurs pour qu'ils développent leurs compétences sur les critères attendus notamment, par exemple, des temps dédiés par semaine, par mois, des partages de bonnes pratiques au sein de la communauté? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager là-dessus? Ouais, en fait, c'est clair que c'est un esprit collectif. Tous nos métiers sont imbriqués opérationnellement de manière collective. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut juste top performer de solo, en fait, ça n'a pas de sens. Notamment si je reprends sur les sales, il y en a qui sont spécialisés sur le sourcing, il y en a qui sont spécialisés sur le closing, et que en fait, c'est en ayant divisé les tâches aussi qu'on permet à chacun d'augmenter ses performances individuelles et in fine d'augmenter les performances collectives. Donc déjà, ça passe par un échange et des points réguliers collectifs par ce micro-team où on échange les best practices, et ça, c'est tous les jours. Il n'y a pas une équipe qui ne fait pas un point d'équipe chaque jour. On échange les bonnes practices de la journée ou non sur les métiers. On fait un petit peu un bilan de la journée. Ça, c'est quotidien. Et après, oui, évidemment, on va être très proche, mais en fait, c'est aligné. Vu qu'on a énormément d'attentes, on veut un ramp-up extrêmement rapide aussi en termes de résultats. C'est le rôle des team leads, effectivement, ou lorsqu'il n'y a pas de team lead, des VP directement, d'être très proche des équipes et de les accompagner. Alors, très vite, et là aussi, il faut se rendre compte qu'en tant que manager, on se rend compte que les gens n'ont pas tous les mêmes résultats au même niveau. C'est pas quelque chose qui est linéaire. Au contraire, certains vont, et c'est le rôle de manager, d'identifier les axes d'amélioration, les points de faiblesse, et de tout de suite pouvoir accompagner de manière individuelle là-dessus. Donc ça passe vraiment par clairement du coaching individuel et collectif, et encore une fois, de se piloter à la journée en fait, et on n'attend pas se dire on va faire un point formation. Voilà. Après, ça dépend, c'est assez global comme question, mais en ce moment, on a créé pas mal de workshops qu'on anime tous les vendredis midi pour les team leads, pour les former au management. Parce que c'est quand même la personne qui n'en avait pas forcément fait auparavant. Donc, en fait, on identifie tout de suite les axes, un peu les trous dans la raquette qu'on a, pour tout de suite imposer des moments de formation. Du coup, ça nous amène logiquement au sujet de la réunion. C'est un sujet qu'on a pas mal évoqué avec Alan. C'est quoi votre pratique de la réunion et de la formation chez Agicap? Est-ce que vous avez des croyances ou des convictions là-dessus? On n'aime pas les réunions. Globalement, non, je crois que Alan aussi, c'est pareil, ils sont pas très fans des réunions. En fait, ça dépend ce qu'on met derrière le mot réunion, mais oui, on va pas prendre des moments pour se dire on va penser stratégie, on va penser réflexion. Non, en fait, il y a des points, il y a des meetings qui sont là pour faire notamment des annonces d'objectifs. On a notamment une réunion collective où il y a l'ensemble de la société qui est présente, et donc c'est souvent animé par les fondateurs. Ça dure un quart d'heure, pas plus. Et c'est un point qui est là pour rappeler à la fois les résultats effectivement de la semaine, à la fois les urgences, les priorités, les actualités importantes, et à la fois pour aussi présenter les nouveaux. Donc c'est aussi pendant ce point-là où les nouveaux onboardés peuvent se présenter à l'ensemble de la société. Mais en fait, de manière collective, on a juste cette réunion de 15 minutes une fois par semaine. Après, il faut le voir par département, où, comme je disais, oui, il y a des points collectifs par micro-équipe chaque jour.
mais qui durent 15 minutes. Enfin, c'est pas des réunions très longues. Et après, il y a des points, des meetings individuels, tout comme moi avec mon équipe Talent Acquisition. J'ai un point régulier, effectivement, tous les vendredis après-midi pour faire un point sur le bilan de la semaine de manière un peu globale et de donner aussi, c'est à ce moment-là où je vais pouvoir conseiller, partager les bonnes pratiques et essayer de remettre un peu un petit micro-plan stratégique sur la semaine d'après. Donc, voilà, en fait, je pense que là-dessus, comme chez Alan, pas de réunion. On ne va pas faire des réunions, surtout avec beaucoup d'interlocuteurs, pour des personnes qui ne parlent pas, qui n'interviennent pas. Ça, il n'y a pas trop d'efficacité. Mais c'est aussi l'avantage de nos métiers, hein, c'est qu'on peut bosser à distance avec des outils comme Slack, Notion, on peut partager l'information très facilement. Et c'est vrai que c'est un avantage pour nous. On n'a pas besoin d'être physiquement ensemble pour partager cette information en temps réel. C'est très similaire à ce que tu nous partages sur la pratique de la réunion avec ce que nous a partagé Déborah Dallan. Donc, effectivement, Ouais. ça fait bien écho. Je te partage la question de Simon. As-tu des conseils à nous partager pour trouver des candidats et bien recruter dans des secteurs très concurrentiels? Et il pense aux développeurs et aux équipes sales, notamment. Ouais, c'est intéressant parce que maintenant je me rends compte que c'est plus dur de recruter des sales que des devs. Alors que quand j'étais en cabinet, j'avais pas trop cette vision-là. Alors, on pourrait, je sais pas sur quel type de conseil effectivement, Simon, tu attends quand tu parles de bien recruter. Est-ce que c'est sur la chasse ou c'est plutôt après sur le filtre? Si c'est vraiment sur la partie sourcing candidat, comme je disais, il y a un énorme enjeu chez Agicap qui est lié à la création de contenu. Créer du contenu, certes, on va penser que c'est chronophage, ça prend du temps, créer des articles de blog, des vidéos, etc. Bah, au contraire, c'est tout l'effet, c'est que plus on fait ça, plus déjà on peut chasser les candidats de manière un peu plus originale en leur apportant de la valeur, mais surtout on va permettre de booster l'entrant aussi, d'aller diffuser ces contenus auprès de communautés spécialisées. Pas oublier que notamment sur des métiers comme les devs, il y a de plus en plus de communautés Slack, de groupes particuliers qui se créent, et c'est là où il faut aller chercher effectivement à diffuser ce contenu. Pas hésiter aussi pour booster la création de contenu, d'aller chercher des partenaires, typiquement des écoles, des incubateurs, comme toi, Julien, chez H7. On avait fait une conférence il y a un an, je me souviens, chez H7, en partenariat avec le Wagon. Aller chercher, en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui créent des podcasts. Cette année, voilà, on a des nouvelles personnes qui créent des podcasts. Eux, ils sont spécialisés dans la création de contenu, ils peuvent nous faire gagner beaucoup de temps, autant avoir un échange win-win. On va se dire, eux, ils sont avides d'avoir nos retours d'expérience, donc allez les contacter pour, in fine, développer ça. Et ça, encore une fois, je tiens que c'est quelque chose qui nous a vraiment changé et permis d'améliorer nos pratiques sur la partie recrutement, notamment des profils compliqués, parce que ça permet d'attirer aussi les meilleurs talents. Plus on est spécifique, plus on va loin dans le détail. Alors, le premier sujet, c'est les offres d'emploi. Mais les offres d'emploi, je vous invite à être extrêmement, à détailler, donner des exemples, de ne pas avoir des choses qui sont génériques qu'on pourrait retrouver dans une autre société. Au contraire, mettez des exemples, des chiffres clés, les premiers chantiers qu'ils vont avoir sur 3 mois, le détail de l'équipe, etc. Plus on est spécifique, plus on donne de contenu très transparent et très détaillé aux candidats, même avant un call de screening, plus ça va attirer les top performers. Donc, notamment sur des développeurs ou des sales. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Je te prends des questions parce qu'on a balayé un peu tous les sujets que je voulais aborder avec vous deux. Question de Martin sur des bonnes pratiques pour bien collaborer entre un cabinet de recrutement et une entreprise, par exemple Agicap. Je connais Martin, c'est un ami. Non, mais globalement, ça là-dessus, Martin, je veux rien t'apprendre parce que tu travailles en cabinet et tu connais très bien le métier. Et je vous invite à contacter Martin par ailleurs si vous travaillez avec des cabinets. C'est un super cabinet qui s'appelle pastec.io, notamment sur les métiers des développeurs. Mais en l'occurrence, encore une fois, c'est la même logique qu'en interne. C'est maximiser les échanges, la communication, et ce de manière journalière. On n'attend pas. Et en fait, déjà que nous, en interne, on a beaucoup de sujets sur justement cette itération par rapport au brief. Se dire, OK, ça fait 3 jours, j'ai déjà sourcé 5-6 candidats. Est-ce que ça va? Est-ce que ça fonctionne pas? En fait, c'est ce travail-là qu'on fait en interne. C'est que tous les 2 jours, je fais les points avec les managers. OK, on a tel candidat, ça te sent bien. Est-ce qu'on réitère? Est-ce qu'on change le persona? Et en fait, c'est exactement de faire la même chose
avec un cabinet, c'est de maximiser les micro-interactions, de se dire, OK, on s'appelle 10 minutes tous les jours, ça aura beaucoup plus d'efficacité que de se dire, envoie-moi des candidats et on fait le point dans 15 jours. En fait, au contraire, c'est justement pour que les cabinets travaillent bien, ils ont besoin de cette information-là. Question de Lénaïg. Que penses-tu du RPO? Et moi, je veux bien que tu m'expliques ce que c'est le RPO, du coup. En fait, c'est tout simplement un recruteur freelance qui vient pour une mission de 3, 6 mois, 8 mois, peu importe. En fait, c'est hyper intéressant comme modèle et je suis pas tout à fait fermé. Encore une fois, il y a un enjeu, c'est comme sur un modèle de cabinet, donc le coût est quand même assez important et généralement beaucoup plus important que si on a une personne en CDI en interne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne de la flexibilité, notamment sur des sociétés en hypercroissance, et on en connaît plein qui grandissent très rapidement et qui d'un coup, notamment là avec le contexte actuel, doivent couper les recrutements. Et en fait, l'idée d'avoir des personnes qui sont justement en mode freelance en interne, c'est de se dire le moment où on doit décélérer sur le nombre de recrutements et qu'on n'a plus besoin d'autant de recruteurs, on peut couper les missions. Et donc, ça donne pas mal de flexibilité là-dessus. Mais sinon, en fait, c'est une personne qui est à temps plein en freelance et qui fait le même métier. Par contre, ça implique effectivement un enjeu aussi d'onboarding, de formation, de temps dédié. Donc, je pense que c'est intéressant. Il y a quelques scale-up aujourd'hui qui font ça et qui ont quelques RPO sur des missions de 6 mois. Ça peut être quand même assez efficace et surtout que ça donne beaucoup plus de flexibilité là-dessus sur les attentes et sur les résultats. Moi, j'avais une dernière question pour toi, Valentin, avant de vous remercier tous les deux. C'était sur l'international. Tu as parlé notamment de l'Allemagne, pays Ouais. pour lequel ça va pas mal pour vous en ce moment. Ouais, Et de c'est l'Espagne super. bientôt. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport au sujet qu'on a évoqué ensemble? Je pense au recrutement, évidemment, à la culture d'entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur l'international? Ouais, c'était un gros saut dans l'inconnu quand on est parti en Allemagne. Moi-même, j'avais jamais recruté des Allemands et surtout qu'on a besoin de profils natifs puisqu'on cible des PME traditionnels. Donc, au niveau de la langue, il faut que ce soit des personnes et qui même culturellement connaissent très bien le pays et les dirigeants. Et donc, globalement, on s'était dit pour objectif de commencer les premières ventes au mois d'août. Donc, il y a eu tout un travail de préparation pendant 2 mois auparavant et notamment sur la partie recrutement. En fait, je me suis un peu lancé dans l'inconnu, comme pour la France, et notamment notre premier recrutement, c'était des commerciaux, parce que c'est ça qui est important pour lancer le pays. Et j'ai fait la même chose. Alors oui, il n'y a pas d'entrants, là c'est sûr. En plus, ils n'ont pas de job board hyper qualifié. En tout cas, j'en connais pas particulièrement. Si vous en connaissez, je suis preneur sur l'Allemagne, comme Welcome to the Jungle par exemple, qui est extrêmement spécifique au milieu des startups. Donc oui, c'est de la chasse active, et c'est pareil. Là pour le coup, c'est encore plus de volume parce que c'est proposer à des candidats de nous rejoindre pour un lancement de pays. On n'a pas de bureau officiel. En plus, c'est le contexte Corona, donc assez compliqué. Et voilà, donc il y a un enjeu où effectivement, sur les 10 premiers qu'on a recrutés, c'est des vrais entrepreneurs dans l'âme, ça c'est clair. Après, objectivement, on est assez content. On a déjà recruté 10 personnes et aujourd'hui, c'est moi qui le gère et je dédie à peu près 20-25% de mon temps sur les recrutements pour l'Allemagne. J'ai à peu près en roadmap 4 recrutements à faire chaque mois. L'idée, c'est effectivement de maximiser quand même du volume parce que faut pas oublier que sur la chasse active, il y a quand même un enjeu de proba, de hasard. LinkedIn aujourd'hui, ça reste quand même assez ouvert et il y a peu de gens. Enfin, voilà, entre la probabilité que la personne voit la demande, voit l'ajout, si elle est ultra sollicitée, que ce soit le bon timing pour elle, au bout d'un moment, il n'y a pas non plus trop de feintes. Il faut être capable de faire du volume. Donc, sur l'Allemagne, un enjeu très très fort, effectivement, donc lié au sourcing qui est passé par la chasse active. Et par contre, très vite aussi, de structuration d'équipe. Parce que là, pour le coup, il ne faut pas que ça devienne une deuxième startup dans la startup. Au contraire, donc très vite, on a positionné des personnes en team lead, on a divisé les processus, comme sur la France, dans les métiers, et on a aussi positionné Stéphane chez Agicap en country manager pour aussi très vite participer à de l'opération et de la structuration d'équipe. Après, effectivement, on est hyper content, on a déjà 150 clients et là, les équipes allemandes sont assez impressionnantes. Elles ont même des performances plus élevées que les Français, donc il y en a certains qui sont jaloux, mais c'est assez marrant aussi ces petites compétitions en interne. Merci beaucoup, il est midi, on est arrivé au bout des questions. Merci à tous les participants aussi, merci à tous les deux pour votre temps. On diffusera effectivement le replay de ce webinaire, mais peut-être un dernier mot de votre côté pour annoncer les
les prochains recrutements, sur quoi ils peuvent vous contacter, où est-ce qu'il faut vous suivre? Tous les postes, toutes les seniorités. Non, concrètement, voilà, comme je disais, on est 100, on se projette à 200 d'ici l'été prochain. On a globalement des besoins dans tous les départements. Donc, nous, sur nos départements, ça va être orienté au métier du produit, des développeurs, où là, quand même, on est assez spécifique dans les attentes, notamment liées à la culture de qualité. Sur les métiers sales, au marketing, pareil, donc très orienté lead gen dans nos sujets marketing, en customer success et aussi en G&A, donc tout ce qui est RH et finance. Donc au contraire, n'hésitez surtout pas à aller visiter notre page carrière sur notre site, voir nos offres d'emploi sur la page Welcome to the Jungle, et n'hésitez pas. Alors ce sera soit avec moi en direct, ou soit avec justement Camille ou Pierre-Adrien qui gèrent la partie talent, qu'on pourra échanger ensemble. Eh ben parfait, vous avez plein de merci dans le chat. Moi, je vous remercie encore une fois, c'était chouette, ultra précis, transparent, donc tout ce qu'on aime chez H7. Donc,